Très bien. Eh bien, écoutez, bonjour à tous, bonne année à tous. Très heureux de retrouver quelques visages familiers dans l'auditoire. Donc, après la première année où je vous ai parlé des généralités sur le cancer et également nous avons commencé à voir le rôle des virus oncogènes. L'an dernier, nous avons commencé à voir la régulation de l'expression génétique, la régulation de ce qu'on appelle la transcription. Et nous avons ensuite étudié en grand détail un facteur de transcription particulier, P53, qui est un facteur de transcription qui s'oppose aux effets du stress, qui va être responsable de la résistance au stress et qui est par ailleurs muté ou inactivé dans la grande majorité des cancers, donc qui va rentrer dans la classe de ce qu'on appelle les anti-oncogènes, de ces gènes dont la perte va favoriser le développement du cancer. Eh bien, aujourd'hui, cette année, j'ai choisi de vous parler des récepteurs nucléaires et de l'oncogénèse. Les récepteurs nucléaires sont en partie les récepteurs aux hormones des stéroïdes, en particulier aux stéroïdes sexuels, les récepteurs aux estrogènes, récepteurs à la progestérone, récepteurs aux androgènes. Et très tôt, ils ont été liés au développement des cancers. Et donc, à l'opposé de P53, qui joue un rôle anticancéreux, finalement, nous allons voir que ces récepteurs hormonaux, ces récepteurs nucléaires, ainsi que les hormones qui vont les activer, vont eux, au contraire, jouer un rôle de promotion de la transformation. Ils vont favoriser la transformation par des mécanismes que nous allons chercher à comprendre en détail. Et donc, le cours sera divisé. Le cours sera divisé en aujourd'hui des généralités, et puis on va commencer à voir historiquement le premier oncogène de cette famille qui s'appelle VORB-A, qui est en fait un récepteur aux hormones thyroïdiennes modifiées, qui a été un des grands modèles d'études il y a une vingtaine d'années sur les relations entre récepteurs nucléaires et oncogénèse. Dans le cours suivant, nous regarderons le problème du récepteur aux androgènes et des anomalies du récepteur aux androgènes dans les cancers de prostate en particulier. Et puis, dans les deux derniers cours, nous examinerons le problème des relations entre les récepteurs aux estrogènes et à la progestérone et le développement, en particulier des cancers du sein. Très ancien problème qui a été éclairé par des travaux récents depuis 3 ans. On a appris beaucoup de choses nouvelles, des choses importantes et pour certaines surprenantes, inattendues, sur les relations entre ces protéines et le développement de ces cancers. Et donc, nous allons pouvoir faire la revue de la littérature là-dessus. Alors, quelques rappels, une diapo que je vous ai déjà montrée pour ceux qui étaient dans les cours précédents. Le cancer est une maladie de la fin de la 3e partie de la vie. Jusqu'à 40 ans, il y en a relativement peu, et puis à partir de 40 ans, on a une augmentation exponentielle. Et ça a été mis en évidence à la fois par des observations médicales et puis aussi par des travaux d'épidémiologie. Épidémiologie qui est une science dans laquelle on va compter le nombre de cas, de cancer, le nombre de cas ou le nombre de décès en fonction de la manière dont les populations sont constituées. Et donc ces travaux qui ont été menés initialement dès le début des années 50 ont montré qu'on avait ces courbes qui vont être des exponentielles, qui ont été modélisées et qui sont à peu près similaires, comme vous le voyez, dans tous les pays du monde, au moins tous les pays européens ou nord-américains. Alors cette courbe doit être un petit peu précisée. Il s'agit ici bien sûr d'une courbe sortie d'un textbook. Il y a en fait une petite cloche ici. Il y a une hyperincidence des cancers chez l'enfant. Il y a un certain nombre de cancers qu'on trouve très spécifiquement chez l'enfant et qui vont ensuite disparaître. Et la courbe va ensuite être cette exponentielle qui a été modélisée comme une courbe t puissance 4, temps puissance 4 ou h puissance 4 ou puissance 5. Et puis des travaux plus récents ont argué qu'en fait on n'a pas une exponentielle qui monte à l'infini et qu'à partir de 80-85 ans, il semble y avoir une diminution de l'incidence des cancers, peut-être du fait d'un relatif épuisement des cellules souches. Et donc il y a des travaux qui disent qu'à partir de 85 ans, l'incidence va diminuer. Alors, cette épidémiologie a également été vue sous l'angle de la géographie. C'est quelque chose d'extrêmement important quand on s'intéresse à la prévention du cancer et à l'identification de ses causes. Et donc, quand on segmente les cancers par type d'organes,
et que l'on va regarder les pays en voie de développement ou les pays développés, les pays riches, eh bien, on va voir qu'il y a des très grandes différences. Alors, ces très grandes différences, on peut les observer, par exemple, sur des cancers comme le cancer du foie. Vous voyez que le cancer du foie est beaucoup plus fréquent dans les pays en voie de développement. Le cancer du foie est ici, le cancer de l'œsophage, le cancer également du col utérin, ici, et de manière assez intéressante, ces cancers sont des cancers qui ont été liés à des infections par des virus, en particulier pour le cancer du foie, c'est l'infection par le virus de l'hépatite B, et dans une moindre mesure, au moins à l'époque, par le virus de l'hépatite C. Le cancer du col utérin, lui, c'est l'infection par les papillomavirus. Et donc les conditions d'hygiène et de transmission des virus dans ces pays font qu'il y a une prévalence beaucoup plus forte de ces cancers viraux induits, qui est tout à fait caractéristique des pays en voie de développement. Bien entendu, ces cancers peuvent être combattus en combattant les virus, à la fois soit par des stratégies de prévention, comme des stratégies d'hygiène ou des stratégies de vaccination. Et il existe maintenant des vaccins qui vont pouvoir permettre de protéger contre le développement de l'hépatite B, des vaccins qui vont permettre de protéger contre l'infection par certaines souches de papillomavirus oncogènes. Et dans le cas du foie, par exemple, des études réalisées à Taïwan et en Chine continentale ont montré très clairement que la vaccination avait déjà fait baisser l'incidence des cancers. Donc il y avait déjà eu une baisse sensible de l'incidence des nouveaux cancers du foie en réponse à la vaccination, montrant bien que l'origine de cette surmortalité par cancer du foie était bien une prévalence élevée de ces virus qu'on pourrait imaginer un jour éradiquer. Alors à l'inverse, il y a certains cancers qui sont fortement prévalents dans les pays développés. Peut-être que le meilleur exemple, c'est le cancer de prostate, vous voyez, pour lequel il y a une très grande différence. Alors ceci traduit en partie des effets liés à l'âge. On va évidemment vivre plus vieux dans les pays développés que dans les pays en voie de développement. Et je vous ai expliqué que le cancer était une maladie de la fin de la vie. Mais il y a d'autres causes, et en particulier, il semblerait, dans le cas de la prostate, qu'une alimentation extrêmement riche soit un des facteurs de risque pour le développement de ce cancer. Dans une certaine mesure, on a la même chose pour le cancer du sein, le cancer du côlon ou du rectum, dont vous pouvez voir qu'ils sont effectivement plus fréquents dans nos pays que dans les pays en voie de développement. Là aussi, des facteurs de risque alimentaire, des facteurs de risque liés au mode de vie ont été impliqués sans qu'on ait très bien réussi à identifier lesquels. Donc, c'est cette photographie, qui est une photographie dynamique, qui va bien sûr varier en fonction du temps et des modes de vie, permet de voir qu'un certain nombre de causes peuvent être comprises et évitées. Alors, autre diapo que je vous ai déjà montré l'an dernier, qui va montrer que le cancer est une maladie génétique acquise, c'est une maladie de désorganisation du patrimoine génétique. Et vous voyez ici des peintures chromosomiques avec des anomalies extrêmement profondes. Dans un génome normal, chaque paire de chromosomes va être présente à une seule copie. Donc on va avoir un chromosome paternel, un chromosome maternel de structure identique. Donc ça, c'est une paire de chromosomes 1 qui est relativement normale. Et vous voyez que, par exemple, pour le chromosome 4, on va avoir une trisomie, on a 3 chromosomes 4, et en plus, l'un d'entre eux a été transloqué avec un autre allèle, probablement dérivant du chromosome 1. Il y a de très nombreuses autres anomalies. Vous voyez que le 8 est complètement anormal aussi. Il y a des pertes de chromosomes, comme une perte du 21, donc un véritable désastre génétique. Ce désastre génétique provenant de l'instabilité acquise dans la duplication du patrimoine génétique, qui est un élément important de la progression des cancers, comme nous allons le voir. Alors ceci peut être vu d'autres manières, avec des profils d'hybridation génomique comparative, et on va voir ici qu'en fonction des chromosomes, on peut avoir des pertes de matériel génétique ou des gains de matériel génétique. Pour un génome normal, on a une ligne plate, on a une ligne entièrement régulière, et vous voyez qu'ici, on a une succession de pertes et de gains sur tous les chromosomes, traduisant cette instabilité du patrimoine génétique. Alors, des modèles de coopération entre les différentes lésions génétiques ont été établis et ont permis de faire ce modèle qui reste encore très largement valable et qui a été maintenant
prouvés directement par la séquence des génomes, modèle dans lequel il y a une mutation initiatrice qui va survenir dans une cellule, et cette mutation initiatrice va conduire à une première expansion clonale. Première expansion clonale de taille relativement limitée. On va passer d'une cellule à environ 1 million de cellules, parfois moins. Dans les leucémies, on sait que la taille est plus probablement de quelques centaines de cellules. Et donc, on va avoir cette première expansion clonale de cellules qui sont toutes identiques, qui ont une mutation, qui vont pousser un petit peu et ensuite qui vont s'arrêter de pousser. Et elles peuvent s'arrêter de pousser. Ce clone peut persister pendant extrêmement longtemps, plusieurs dizaines d'années. Et parfois, il va disparaître, il va mourir, il va devenir ce qu'on appelle sénescent. Et puis, dans certains cas, il va y avoir au sein de ces cellules qui possèdent déjà une première mutation, apparition d'une seconde mutation. Et cette seconde mutation va conduire à une expansion clonale beaucoup plus importante. Et par ailleurs, très souvent, elle va conduire à une induction de l'instabilité du patrimoine génétique. On va donc avoir une augmentation du taux de mutation. Et cette augmentation du taux de mutation va expliquer cette dérive extrêmement rapide, ce mécanisme auto-entretenu de dérive génétique qui va se traduire maintenant par l'existence de mutations indépendantes. Et ces mutations indépendantes vont donner naissance à des sous-clones qui vont contenir bien sûr tous la mutation initiatrice et puis d'autres mutations ce qui fait qu'au stade évolué de la tumeur, on va avoir une hétérogénéité clonale, on va avoir une juxtaposition d'un certain nombre de clones cellulaires qui sont différents les uns des autres. Et ceci, évidemment, est très important quand on va parler de thérapeutique, parce que certains de ces clones peuvent être sensibles, d'autres ne le seront pas. Et évidemment, ce modèle dans lequel il faut avoir une succession dans la même cellule de mutations génétiques indépendantes et coopérantes explique cette incidence en âge puissance 4 ou 5. Et effectivement, dès les années 50, les épidémiologistes qui avaient pu modéliser ces données d'incidence des cancers étaient arrivés à la conclusion qu'il devait y avoir dans la même cellule 4 à 5 événements génétiques majeurs, ce qu'on a appelé ensuite des drivers, ces anomalies génétiques qui vont vraiment conférer le phénotype cancéreux, et donc que cette incidence allait traduire l'existence de ces 4 ou 5 mutations génétiques indépendantes dans la même cellule, chaque mutation contribuant au développement du phénotype cancéreux. Eh bien, 40 ans après, les expériences de séquences profondes du génome ont montré qu'effectivement c'est le cas, et dans un certain nombre de cancers, on est capable d'identifier les 4 mutations ou les 5 mutations essentielles qui vont conférer ce phénotype cancéreux à cette cellule à l'origine normale. Alors ceci est important, on y reviendra plus tard. Bien sûr, quand on s'intéresse à la thérapeutique, on a intérêt à cibler des anomalies qui sont situées tout en haut de cette cascade, si possible même de cibler l'anomalie initiatrice plutôt que de cibler des anomalies tardives, parce que ces anomalies tardives vont être très actives éventuellement sur un sous-clone, mais être beaucoup moins actives sur les autres. Elles vont par ailleurs, du fait de l'instabilité génétique acquise, ici avoir conféré éventuellement des résistances, et donc la compréhension de cette histoire naturelle de chaque tumeur va probablement être un élément important dans la détermination des traitements, et en particulier pour ce qu'on appelle les traitements ciblés. Alors aujourd'hui, donc, grâce aux techniques de génomique, d'approche de séquences profondes, on est capable d'identifier ces mutations, et donc ceci vous représente le nombre moyen de mutations qu'on appelle codantes et non synonymes, donc des mutations qui vont changer la séquence d'une protéine, c'est ce qu'on appelle les analyses d'exomes. Et vous voyez qu'au fond, il y a une assez grande diversité. Une assez grande diversité, on commence d'abord par des tumeurs qui ont relativement peu de mutations. Ce sont les tumeurs survenant chez l'enfant. Et au fond, ça c'est tout à fait logique, puisque les enfants, n'ayant pas vécu longtemps, n'ont pas eu le temps d'accumuler un grand nombre de mutations. Et donc il était attendu, et c'est ce qui a été observé, que les cancers de l'enfant sont en fait génétiquement relativement simples. Vous voyez, parfois, il y a une dizaine de mutations, pas nécessairement de mutations de type driver, ça peut être aussi des mutations de type sans effet biologique. Il y a un deuxième groupe de tumeurs qui sont les tumeurs liquides, c'est-à-dire ce qu'on appelle les leucémies. Pour les leucémies, on peut avoir très peu, encore une fois, 5 mutations. Dans certains cas, on sait qu'il y a même une seule mutation qui est vraiment responsable du phénotype. Les autres sont des mutations de passage.
donc des tumeurs à la génétique relativement simple. Bien entendu, construire l'histoire naturelle de ces maladies va être simple puisqu'on a relativement peu d'événements. Ensuite, on a le gros de la troupe, si j'ose dire, qui sont les tumeurs les plus fréquentes, pour lesquelles on va aller de 25 à 75 mutations différentes. Encore une fois, il s'agit des mutations tout venant. Et là-dessus, sur ces mutations tout venant, probablement 4 à 5 vont être celles qui sont vraiment importantes pour le développement de la tumeur. Et puis on a un deuxième groupe, vous voyez, les chefs de file là-haut, qui sont les tumeurs qui vont être liées à l'exposition à des agents mutagènes. Et effectivement, il est logique que des tumeurs résultant d'une exposition à des agents mutagènes présentent plus de mutations que les autres. Et donc, ces tumeurs, ce sont les tumeurs du poumon, avec bien sûr le rôle mutagène du tabac, qu'on ne soulignera jamais suffisamment. Donc, on peut voir cette signature moléculaire, vous voyez, du tabac, sous la forme d'un nombre beaucoup plus élevé de mutations. Le mélanome, avec le rôle de l'exposition au rayonnement ultraviolet. Donc là encore, on va avoir nettement plus, vous voyez, de mutations dans le mélanome. Et puis, il y a un outlier qui serait quelque part là-haut, à l'étage du dessus. C'est un groupe de tumeurs colorectales particulier, le groupe que l'on appelle associé à l'instabilité des microsatellites, groupe dans lequel la lésion initiatrice, si on en revient à ce modèle-ci, la lésion initiatrice est en fait une lésion qui va toucher au mécanisme de réparation de l'ADN. Donc, dans ces tumeurs-là, l'instabilité génétique, plutôt que d'arriver dans la phase tardive d'évolution de la tumeur, l'instabilité génétique est là dès le départ. Et puisqu'on a dès le départ une instabilité génétique, eh bien, ces tumeurs qui possèdent un défaut dans la réparation de l'ADN vont accumuler un très grand nombre de mutations qui va les faire sortir complètement des limites de l'épure et qui va leur donner un certain nombre de caractéristiques, aussi bien génétiques qu'immunologiques, très particulières. Alors, quels sont ces cancérigènes et mutagènes qui sont associés au développement des cancers? Eh bien, on les connaît grâce à l'histoire, encore une fois, de l'épidémiologie, l'histoire de la médecine et des sciences. Le premier identifié, je crois que je vous en ai déjà parlé, c'est la suie. La suie chez les ramoneurs de cheminées, qui étaient souvent des enfants, qui étaient capables de monter dans les cheminées pour gratter les déchets de suie. Dans la suie, il y a des goudrons. Les goudrons sont extrêmement pro-carcinogènes. C'est l'un des effets du tabac. Et donc, il avait été noté, dès la fin du XVIIIe, des tumeurs du scrotum, des tumeurs de la paroi testiculaire, chez ces enfants qui étaient exposés à des quantités de goudron énormes et qui se lavaient très peu souvent. Et donc, l'identification de cet agent a conduit à des préconisations de se laver très régulièrement et qui ont fait diminuer beaucoup l'incidence de ces types de tumeurs. Au milieu du 19e, c'est déjà des problèmes de pollution industrielle. Et puis, à la fin du 19e siècle, début du 20e, les rayonnements, avec le rayonnement UV et les rayons X, qui sont mutagènes, qui vont induire des cassures dans le patrimoine génétique et qui vont être non seulement mutagènes, donc inducteurs de mutations, en particulier dans le développement, mais également cancérigènes. Et puis, après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, de produits chimiques comme des moutardes azotées, qui vont ensuite être utilisées en chimiothérapie anticancéreuse, eh bien, ces moutardes azotées vont être cancérigènes, mutagènes, mais aussi thérapeutiques. Elles vont constituer le fondement des premières chimiothérapies, justement par leur capacité à casser l'ADN. Et donc, ceci va proposer cette théorie exogène du cancer, dont j'ai parlé dans les derniers cours, dans lesquels le cancer serait lié à l'exposition à des agents externes. Donc, parmi ces agents externes, il y avait des virus, dont on a déjà parlé un petit peu dans ce cours et dans le précédent, et puis également ces agents mutagènes ou cancérigènes. Et donc, c'est développer une théorie externe en disant que le cancer était finalement le résultat d'agressions contre le génome, agressions menées soit par des virus, soit par des mutagènes. Et puis apparaît un deuxième groupe, plus récemment, et en particulier avec les travaux d'Antoine Lacassagne, qui a été un des prédécesseurs sur cette chaire, avec des cancérigènes non mutagènes. Et parmi ces cancérigènes non mutagènes, eh bien, Lacassagne identifie les hormones, et puis on a identifié d'autres agents comme l'alcool, l'amiante ou l'inflammation chronique, qui sont tous des facteurs de risque favorisant le développement des cancers, mais qui ne sont pas, à proprement parler, des inducteurs de mutation. Et
bien sûr, chacun de ces facteurs a des modes d'action un peu particuliers, mais l'idée est tout de même que tous ceux-ci vont favoriser d'une manière ou d'une autre la prolifération de certaines cellules, et en particulier la prolifération de cellules souches, et que cette prolifération cellulaire va augmenter, faciliter la transformation par des mécanismes divers. L'un des mécanismes, en fait, étant qu'en augmentant la prolifération, on augmente la probabilité d'un accident génétique. Si des cellules se multiplient peu, elles vont être peu ciblées par des anomalies génétiques, par des cassures, par des défauts de réparation. Si elles prolifèrent tout le temps, évidemment, elles sont beaucoup plus fragiles à ce type d'accident. Et donc, Antoine Lacassagne, en particulier, dès les années 30, fait une observation tout à fait étonnante. Il utilise une hormone estrogénique qu'on appelait à l'époque la folliculine, en fait c'est l'estradiol maintenant, et il montre que l'estradiol, donc une des principales hormones féminines, est capable d'induire des cancers mammaires chez les souris mâles qui bien entendu n'en développent jamais. Et donc ceci va établir l'existence de ce pouvoir pro-transformant des hormones et par là même va constituer un changement de paradigme, car le cancer qui était vu jusqu'à l'époque comme étant le résultat d'agressions externes va être le résultat d'agressions internes. Les hormones sont des produits naturels, ce sont des produits que nous fabriquons tous, et donc il va proposer qu'un excès d'exposition à ces hormones puisse favoriser le développement de certains cancers, et en particulier les cancers du sein. Alors ceci a ouvert ce grand chapitre des cancers hormonodépendants. Donc, dans ces cancers hormonodépendants, ce sont principalement, mais pas uniquement, le sein et la prostate, dont nous parlerons dans ce cours. Des travaux, en particulier sur les estrogènes, montrent que l'imprégnation hormonale est un facteur de risque majeur. L'imprégnation hormonale tout au long de la vie va être un facteur de risque majeur pour le développement en particulier du cancer du sein. Et puis, des travaux historiques montrent que la castration, aussi bien chez l'homme que chez la femme, vont être bénéfiques sur des tumeurs déjà avancées. Ce sont des travaux montrant en particulier que l'orchidectomie, la castration chez l'homme, va pratiquement arrêter le développement du cancer de prostate, au moins pendant un certain temps. Et puis, à cette castration, on va préférer des anti-hormones qui vont constituer une castration chimique avec des produits qui vont s'opposer à l'action des hormones naturelles, qui vont bloquer l'action des hormones naturelles et qui vont également avoir des effets bénéfiques aussi bien sur le cancer de prostate que sur le cancer du sein. Alors, il y a des effets modestes des stéroïdes sexuels sur d'autres types de tumeurs. On n'en parlera pas cette année, j'y consacrerai peut-être un cours dans les années suivantes, mais d'autres types de tumeurs sont dépendants de cette imprégnation en stéroïdes. Et puis, il y a des effets géographiques majeurs, et comme je vous l'ai dit, ces tumeurs sont des tumeurs de pays développés, ce qui pose des problèmes intéressants de savoir comment une alimentation trop grasse va coopérer, par exemple, avec les hormones. Alors, est-ce que cette alimentation va favoriser la synthèse d'hormones? C'est une possibilité. Est-ce que cette alimentation va agir de manière coopérative avec l'effet pro-transformant de ces hormones? Ce sont des questions encore de pleine actualité sur lesquelles il y a des travaux de recherche et on n'a pas encore vraiment la réponse. Alors, si on regarde le profil maintenant de ces différentes tumeurs, donc ça, ce sont des schémas dans lesquels on représente en rouge les mutations d'oncogènes, donc ce qu'on a appelé les oncogènes dominants, et puis en bleu la somme des oncogènes dominants et des oncogènes récessifs, donc des pertes de fonction, et que l'on représente juste les mutations qui ont vraiment un impact, ces mutations qu'on appelle conducteurs ou drivers en anglais, mais vous voyez que suivant les différents types, on a toujours à peu près la même chose, entre 2 et jusqu'à 5 ou 6, voire 7 mutations différentes qui vont coopérer dans ces tumeurs. Et la raison pour laquelle j'ai choisi de vous montrer cette diapo, c'est pour vous montrer au fond que le cancer du sein, qui est le prototype du cancer hormonodépendant, eh bien, il n'est pas fondamentalement différent des autres. Le nombre de mutations est le même. On verra que les profils de mutations ne sont pas non plus très différents. On va retrouver les mêmes gènes, on va retrouver P53, on va retrouver la PI3 kinase, on va retrouver donc des choses qui sont bien connues dans d'autres cancers. Donc ce n'est pas le type de lésion génétique qui fait la différence de biologie de ces tumeurs. Néanmoins,
vu sous l'angle d'un biologiste, c'est un système qui est relativement unique. Pourquoi? Parce qu'on a cette efficacité clinique majeure de la castration, puis des anti-hormones. Et donc, on a un facteur externe qui va permettre d'agir sur le développement de la tumeur. Alors ça, c'est bien entendu très important d'un point de vue médical. Ça a été une procédure qui ont sauvé la vie de millions ou de dizaines de millions d'hommes et de femmes. Mais c'est également un moyen de rentrer dans la biologie de la tumeur, parce que ça veut dire que, in situ, dans l'organisme entier, cette tumeur va être dépendante de son imprégnation, de son environnement hormonal, de son environnement œstrogénique, de son environnement d'androgène. Et ça pose donc des problèmes extrêmement intéressants pour comprendre cette biologie des tumeurs. Et effectivement, les bases fondamentales de cette thérapeutique sont encore en partie discutées. On verra qu'en gros, tout le monde est d'accord, mais quand on commence à rentrer dans les détails, c'est un peu plus compliqué, et on en parlera dans les prochains cours. Et puis, une des grandes difficultés, c'est l'absence de bons modèles animaux. On n'a pas pu... on commence, on en parlera dans le dernier cours, on commence à avoir des approches maintenant, très récemment, une publication de cette année, qui suggère l'utilisation de nouveaux modèles animaux pour les cancers hormonodépendants, qui permettrait probablement d'avoir une bonne représentation de ce qu'est la biologie de cette tumeur, mais pendant 40 ans, on n'a pas eu vraiment de modèle très satisfaisant. Donc, comme je vous le disais, dans ces cancers hormonodépendants, le profil des anomalies génétiques, le profil des mutations, le profil des pertes de fonction, des gains de fonction, est au fond assez quelconque, sans particularité. Et un élément intéressant dans le cas des cancers du sein, c'est que ces anomalies génétiques sont présentes dès le tout premier stade de cancer du sein, ce qu'on appelle le cancer ductal cancer in situ, le cancer in situ à l'intérieur du canalicule mammaire. Donc, ces anomalies génomiques, ces mutations sont présentes dès le départ, mais on sait qu'un assez grand nombre d'entre elles n'évolueront jamais vers des cancers. Et on sait qu'à l'âge de 40 ans, je crois que pratiquement une femme sur 10 a des cancers de ce type, des CIS, mais voire plus, et un très grand nombre de ces femmes ne développeront jamais de cancer. Ce qui veut dire que ces lésions génétiques vont au fond disparaître toutes seules, et que c'est probablement l'environnement hormonal qui va faire que ces tumeurs in situ vont vivre, vont se développer, vont éventuellement progresser. Donc il y a une relative indépendance et une coopération finalement entre ces anomalies génétiques qui vont survenir largement au hasard et un environnement hormonal qui va leur permettre de survivre et éventuellement de se développer. Et puis enfin, d'un point de vue biologique, et ça va être l'objet du cours d'aujourd'hui, eh bien, ces récepteurs hormonaux sont des facteurs de transcription donc, qui ont été découverts à la fin des années 80, qui ont été très extensivement étudiés et sur lesquels on sait beaucoup de choses. Donc la biologie du récepteur de l'hormone est relativement bien connue et il y a eu donc d'énormes efforts pour essayer de lier cette biologie formelle au développement du cancer et c'est au progrès récent que nous allons consacrer ce cours. Donc les facteurs de transcription, on en a déjà un peu parlé l'an dernier pour ceux qui étaient là, ce sont des protéines présentes dans le noyau et qui très schématiquement vont avoir deux domaines. Elles vont avoir un domaine qui va assurer la fixation à l'ADN, la fixation sur ce support de l'information génétique, et un deuxième domaine qui va assurer ce qu'on appelle la transactivation, c'est-à-dire qui va interagir avec un groupe de protéines qui va converger entièrement sur une enzyme qui s'appelle la RNA polymérase de type 2 et qui va donc permettre l'expression de l'ARN messager. Et donc, ces facteurs de transcription sont des passeurs d'informations qui vont lier, d'une part, une séquence sur l'ADN particulière à l'expression d'un ARN messager et donc à la création d'une protéine particulière. Alors, ces facteurs de transcription, on en connaît de très nombreux. Et bien sûr, ce sont des protéines qui vont être régulées d'une manière extrêmement complexe, extrêmement fine. Et un des grands moyens de les réguler, eh bien, c'est bien sûr les hormones, et en particulier les hormones de la famille qui nous intéresse aujourd'hui, les stéroïdes, et puis au sens plus large du terme, les hormones thyroïdiennes, l'acide rétinoïque, qui sont des hormones circulantes dans le plasma, qui sont lipophiles et qui vont donc avoir la capacité de traverser directement la membrane cellulaire,
traverser la membrane du noyau et aller se fixer directement sur cette protéine. Se fixant directement sur cette protéine, elles vont pouvoir induire des changements de conformation. Elles vont se comporter en quelque sorte comme un bouton arrêt-marche qui vont permettre de réguler l'activité de la protéine, qui va être soit sur une position arrêt, soit sur une position marche, et donc dont la fonction va être entièrement ou très largement dépendante de la présence de cette hormone. Alors historiquement, comment est-ce qu'on a étudié ça? Eh bien, comme toujours, on a dû commencer par des modèles animaux, et c'est donc chez la mouche que l'on a étudié une hormone qui s'appelle l'ecdysone. Vous voyez la structure de l'ecdysone ici. Cette structure est en fait assez proche de celle des stéroïdes. On verra dans le prochain cours des structures de stéroïdes, mais on est très très proche dans des dérivés du cholestérol, activité hormonale. Et cet ecdysone est capable d'induire d'expression de programmes de développement chez la mouche. Il avait été vu très tôt par ces analyses de microscopie des chromosomes, sur lesquels on peut voir ce code barre qui permet de repérer la région chromosomique, eh bien, que l'administration d'ecdysone allait induire cette boursouflure, qu'on a appelée PUF en anglais. Et cette boursouflure traduit le fait que le chromosome, qui était en partie condensé, va s'ouvrir. Et il va s'ouvrir de manière à ce que cette information génétique soit accessible et de manière à ce que l'on puisse induire la synthèse d'ARN, que vous voyez ici représentée par hybridation in situ. Et donc cette synthèse d'ARN se produit exactement à l'endroit où on a cette dilatation, on a ce puff, et elle se produit en réponse à l'hormone, prouvant donc de manière formelle que l'exposition à cette hormone allait déclencher la synthèse d'un certain nombre d'ARN messagers dans certaines régions bien particulières du génome. Alors, bien sûr, ça a été un très grand modèle d'étude et on a pu voir que ces hormones allaient avoir une double propriété, soit une propriété de fermer l'expression sur certains loci. Donc on avait des loci qui étaient ouverts, qui induisaient la synthèse d'ARN spécifique. Après l'hormone, eh bien, on va avoir une extinction de ce locus, ou inversement, on avait des locus qui étaient inactifs avant l'hormone et qui, en réponse à l'hormone, vont pouvoir à la fois se dilater et induire cette boursouflure et puis induire la synthèse d'ARN particulier. Donc on a au fond un système dans lequel on a une espèce de bouton arrêt-marche grâce à l'hormone qui va induire la synthèse de certains gènes. Alors, cette synthèse d'ARN messager déclenchée par l'hormone est tissu spécifique. Et là, ce sont des expériences historiques réalisées avec des estrogènes, montrant que dans l'oviduc, qui est l'équivalent de l'utérus, là où va être synthétisé le blanc d'œuf, l'ovalbumine, pour créer les œufs, eh bien, les estrogènes vont induire massivement l'expression et la sécrétion de ce gène de l'ovalbumine. En revanche, un autre gène sensible aux estrogènes qui s'appelle la vitellogénine, lui n'était pas induit dans cet organe, alors qu'à l'inverse, dans le foie, c'est l'inverse. L'ovalbumine n'est pas induite, mais par contre, la vitellogénine, elle, va être fortement régulée par cette hormone. Donc on a à la fois une régulation qui est gène spécifique, et cette régulation gène spécifique, elle est également spécifique de tissu. Et ceci, en fait, était déjà la première illustration de ce qu'on a appelé la théorie du sol et de la graine, en disant qu'en biologie, en particulier pour l'action des facteurs de transcription et des hormones, eh bien, il y a la graine. La graine, c'est ce qui va déclencher, c'est l'hormone, et puis il y a le sol. Et le sol, c'est le tissu. On va voir que c'est la chromatine, en fait, qui va recevoir cette hormone. Et ce sol peut être fécond, ou peut être fertile, ou ne pas être fertile. Et ceci dépend de structure de la chromatine, comme on le verra tout à l'heure. Alors, il y a de très nombreux développements qui ont été faits avec ces facteurs de transcription. Aujourd'hui, ce qui intéresse beaucoup les biologistes, c'est ce qu'on appelle la biologie de système, dans laquelle on essaye de créer de véritables cartes informatiques. Et dans certains cas, on a réussi.
qui touchent par exemple au développement précoce de la drosophile, on a des systèmes de cartes de facteurs de transcription qui se contrôlent les uns les autres. On connaît les gènes cibles de chaque facteur de transcription, et on est capable d'avoir des circuits décisionnels dans lesquels on est capable de suivre exactement le cheminement de l'information. Et on a par ailleurs développé des technologies, soit d'hybridation, soit maintenant de séquences profondes, qui vont permettre de réaliser des mesures de tous les ARN messagers d'une cellule en temps réel. Et donc, on va avoir des cartographies qui vont permettre, en fonction du temps, vous voyez ici, il s'agit de la réponse à une hormone, et vous voyez que plus c'est rouge, plus des gènes sont induits, plus c'est vert, plus les gènes sont réprimés. Et donc, on est capable de voir l'évolution de ce circuit en réponse à une hormone. On est capable de voir les gènes qui vont être induits séquentiellement, et certains gènes qui vont en activer d'autres, d'autres gènes qui vont en réprimer d'autres. En effet, ces facteurs de régulation de la transcription vont fonctionner en cascade. Ils vont fonctionner en cascade. Alors, vous avez un exemple ici. Vous avez un premier facteur qui va être induit, par exemple par une hormone. Il va être produit. Il va aller se fixer sur d'autres facteurs qui vont être souvent d'autres facteurs de transcription. Et cet autre facteur de transcription, maintenant, va avoir d'autres gènes. Donc, on est capable de connaître ces cascades. On est capable de savoir quel est le facteur B qui contrôle A, etc. Et donc, on va pouvoir rentrer dans la compréhension, dans certains cas, de ces réseaux, en connaissant exactement qui cible qui et avec quelle cinétique. Alors, un exemple très classique, mais qui est, je crois, très parlant et qu'il convient de rappeler ici, c'est la spéciation cellulaire. Et dans des cellules très indifférenciées, comme des cellules souches, à plusieurs niveaux, on sait que très souvent, l'évolution de ces cellules souches va être sous la dépendance de deux facteurs de transcription maîtres. Et donc, on a appelé ici A et D, et de manière assez générale, A et D sont en équilibre. C'est-à-dire que A et D sont des facteurs de transcription qui vont avoir des cibles distinctes. Donc, le réseau qui est en dessous de A et en dessous de D est complètement différent, mais néanmoins, A et D vont s'opposer, se bloquer l'un l'autre. D'une part, donc il va y avoir un effet antagoniste de A sur D, et puis par ailleurs, A et D vont s'auto-induire l'un l'autre. Donc ça, c'est un phénomène tout à fait général, et cet équilibre entre une inhibition en trans et une induction en cis fait qu'ensuite, en fonction de variations stochastiques de A ou de D, eh bien, à un moment donné, A va prendre le dessus, et quand A va prendre le dessus, il va s'auto-induire, il va réprimer D, donc il va commencer à faire glisser la cellule d'un côté, et ensuite il va commencer à induire une cascade d'aval, par exemple en induisant le facteur de transcription B, et souvent l'alliance de A et de D va induire un facteur C qui va induire la différenciation terminale vers un type cellulaire. Et si à l'inverse, à un moment donné, c'est D qui domine, eh bien D va s'auto-induire, il va écraser A, il va induire E, et la conjonction de D et de E va induire F, qui va induire ensuite une différenciation vers un autre type cellulaire. Donc voilà un exemple tout à fait classique, tout à fait général, dans lequel des systèmes d'auto-induction et d'auto-inhibition de deux facteurs de transcription vont permettre qu'une cellule initialement indifférenciée puisse avoir deux devenirs cellulaires différents. Donc je vous ai parlé de la graine. La graine, c'est le facteur de transcription. Il faut maintenant parler du sol. Et le sol, ça va être l'ADN qui va le recevoir. Et cet ADN qui va le recevoir, dans cette vue en microscopie électronique du noyau, on peut voir le nucléole ici, l'organite qui va fabriquer les ARN ribosomiques. Et puis, on peut voir cette chromatine, ces fragments d'ADN, qui peut présenter deux aspects très différents. Vous voyez qu'on a des aspects extrêmement denses, noirs, très souvent à la périphérie du noyau ou également à la périphérie du nucléole. C'est ce qu'on appelle l'hétérochromatine. Cette hétérochromatine, c'est une chromatine qui est entièrement fermée, entièrement inaccessible, compactée, et qui donc ne va pas être accessible au facteur de transcription. Même si le facteur qui pourrait agir sur cet ADN-là est présent dans le noyau, il ne va pas pouvoir trouver sa cible parce que cette cible est complètement cachée, empaquetée, compactée de manière inaccessible. Et puis, il va y avoir ce qu'on appelle l'euchromatine, c'est celle qui est ici beaucoup moins dense. Et en fait, au niveau moléculaire, on sait que cette euchromatine correspond à des grandes boucles de l'ADN
qui est décompactée, qui est donc accessible et sur laquelle les facteurs de transcription vont pouvoir reconnaître des éléments cibles alors qu'ils n'ont pas la possibilité de reconnaître quoi que ce soit dans cette forme compactée du fait d'encombrement stérique de toutes ces protéines. Donc ce qui est évidemment extrêmement important, c'est de comprendre qu'est-ce qui va marquer cette frontière, qu'est-ce qui va au fond, ouvrir certains livres dans la bibliothèque. On a souvent comparé ça à une grande bibliothèque dans laquelle certains livres seraient inaccessibles et d'autres, au contraire, seraient accessibles. Comment est-ce qu'on va pouvoir maintenir cette différence entre l'hétérochromatine et l'euchromatine? Eh bien, ceci est assuré en partie par ce qu'on appelle des isolateurs. Et ces isolateurs vont être assurés par des facteurs, dont certains sont formellement des facteurs de transcription, comme CTCF ou de la coésine, qui vont se lier à des sites spécifiques, et en se liant à des sites spécifiques, ils vont pouvoir marquer la frontière entre ce qui est ouvert et ce qui est fermé, entre ce qui est inaccessible et ce qui est accessible, entre l'hétérochromatine et puis l'euchromatine. Et des découvertes assez récentes, puisqu'elles datent de ces 2 dernières années, ont montré qu'au fond, dans les cancers, eh bien, on va avoir soit une mutation de CTCF, soit une mutation de la coésine, qui est un autre constituant du complexe, soit des mutations de leur site de liaison, qui fait que cette frontière, cette séparation entre ce qui est accessible et ce qui est inaccessible, cette frontière va disparaître, elle va être gommée, et on va avoir finalement un mélange où tout est accessible, et en particulier, on ne va plus avoir de séparation entre ces gènes qui ne sont pas accessibles et qui vont donc être réprimés, et puis sur les grandes boucles ouvertes, des gènes qui vont être accessibles et sur lesquels les facteurs de transcription vont pouvoir exercer leur activité régulatrice. Alors, comment est-ce qu'on va ensuite impacter cette information génétique? Eh bien, là aussi, on en a parlé un petit peu l'an dernier, mais je vous le rappelle brièvement, c'est par les histones. Et les histones sont donc des protéines, représentées ici en couleur, qui vont permettre de réaliser ce qui a été souvent comparé à un tonneau ou un baril, autour duquel on va entourer l'ADN. Vous voyez que l'ADN, ici, la double hélice est en périphérie. Et ce qui est important pour notre propos aujourd'hui, c'est qu'en plus de cette région très structurée qui va assurer le cœur de l'histone, eh bien, on a des extrémités N-terminales, extrémités qui vont pouvoir, vous voyez, impacter, interagir avec l'ADN qu'on voit bien ici. Et ces extrémités des histones sont soumises à des modifications post-traductionnelles qui ont été très étudiées ces dernières années, en particulier l'acétylation sur des résidus de lysine. Vous voyez ici que ces extrémités N-terminales des histones sont extrêmement riches, inhabituellement riches en lysine, et ces lysines peuvent être modifiées. Alors pourquoi est-ce que ceci est important? Eh bien parce que ça va être un des facteurs très importants pour séparer la chromatine ouverte de la chromatine fermée. En effet, vous savez que l'ADN est chargé très fortement négativement, ce que vous voyez représenté ici. Et donc l'extrémité, tout ce cœur du noyau de l'ADN ici est chargé extrêmement négativement, et les queues d'histones sont, elles, chargées très fortement positivement. Donc quand les lysines ne sont pas modifiées, eh bien, il va y avoir des interactions électrostatiques entre ces queues d'histones et la périphérie de l'ADN qui vont compacter l'information génétique, et ceci va être en partie responsable eh bien, de ces aspects de compaction qui vont rendre l'ADN inaccessible. Inversement, eh bien, si maintenant on a l'acétylation de ces lysines, l'acétylation va changer la charge électrique, et en changeant la charge électrique, on va avoir au contraire une répulsion entre l'ADN et les histones qui vont permettre d'ouvrir ces gènes et de faire que le sol devienne fertile, que le sol puisse être atteint par des facteurs de transcription. Alors, cette modification post-traductionnelle des histones est assurée par un groupe d'enzymes qu'on appelle les histones acétyltransférases. Et il va y avoir un équilibre entre l'action positive de ces histones acétyltransférases qui va ouvrir la chromatine, et puis un autre groupe d'enzymes qui vont avoir une activité inverse, qu'on appelle les histones déacétylases. Et ces histones déacétylases, elles, vont au contraire compacter la chromatine, et vous ne serez pas surpris que ces histones acétyltransférases soient très souvent
touchés par des mutations dans des cancers. Et on sait maintenant que ces acétylases vont être une cible privilégiée des mutations dans certains types de cancers, en particulier dans les leucémies. Donc voilà un système enzymatique qui va permettre de réguler l'ouverture ou la fermeture au sein de ces domaines qui ont été isolés par ces boucles de coésine et de CTCF, et qui, encore une fois, vont fonctionner un petit peu comme un système de code-barre pour déterminer des régions du chromosome qui sont accessibles et des régions qui sont inaccessibles. Alors, il y a un deuxième type de modification qui sont la méthylation des histones, qui vous sont représentés ici, toujours sur des résidus de lysine. Et donc, l'atome d'azote peut être modifié de 1 à 3 fois par la lysine. Et de manière extrêmement importante, on va avoir là aussi une marque qui va, comme l'acétylation, déterminer un équilibre entre ce qui est ouvert et ce qui est fermé à travers la méthylation de ces histones. Et il y a des codes particuliers. Toutes les lysines de ces histones n'ont pas la même fonction. Et on connaît des complexes qui vont réguler un petit peu comme les acétylases, déacétylases. On a des méthylases et déméthylases. Et de manière extrêmement importante, ces complexes qui s'appellent trithorax et polycombe sont des complexes qui avaient été identifiés dans la différenciation de la drosophile. Le développement de la drosophile, ce sont des complexes extrêmement importants dans la différenciation qui vont particulièrement régler l'axe du corps pour trithorax. Un trithorax, ça veut dire 3 thorax, ça veut dire que quand on a des mutations sur ce gène, on va avoir des anomalies très profondes qui vont conduire à la duplication du thorax. Polycombe à la fonction inverse. Et donc, on a un équilibre entre ce complexe qui va au fond ouvrir l'ADN, rendre accessible l'ADN et permettre l'activation des gènes, et le complexe polycombe qui, lui, au contraire, va réprimer l'ADN et le rendre inaccessible. Et bien là encore, les gènes, les protéines qui constituent ces complexes sont très souvent mutées dans les cancers. MLL est un oncogène maître d'une certaine classe de leucémie qui touche l'enfant en particulier. UTX est très fréquemment muté dans les cancers et le complexe polycombe a été impliqué dans de nombreuses tumeurs solides. Donc là aussi, on a un élément central de la régulation de l'expression génétique grâce à la capacité de ces complexes à réguler l'ouverture ou la fermeture de la chromatine. Et la dernière chose que je voulais partager avec vous, avant de marquer une courte pause, c'est qu'il existe des phénomènes de compétition, puisque ce sont les mêmes lysines sur les extrémités terminales, N-terminales de l'histone H3 ou d'histone H4, et les mêmes lysines peuvent être ciblées par l'acétylation ou par la méthylation, et donc on va avoir des phénomènes de compétition entre ces différentes marques. Alors on n'ira pas plus loin dans les détails, parce que ceci est un domaine en pleine expansion dans lequel mes collègues, en particulier éditeurs qui étudient l'épigénétique, sont beaucoup plus compétents que moi. On connaît des dizaines et des dizaines de modifications. Et maintenant, toute la difficulté, c'est d'arriver à comprendre comment ces modifications vont coopérer entre elles, quelles sont celles qui vont diriger les autres, et puis à la fin, qu'est-ce qui va être essentiel pour faire qu'on ait un environnement favorable à l'expression génétique, ou au contraire un environnement défavorable qui fait que le gène va être éteint, sachant que ces mécanismes, comme je vous le disais, sont très fréquemment impliqués dans le développement de cancer. Et on comprend bien au fond que si on change le code-barre du chromosome, si on change les régions qui sont accessibles des régions qui sont inaccessibles, on va profondément modifier la différenciation cellulaire et sa capacité à répondre à un certain nombre de stress. Bon, voilà, on va marquer quelques minutes de pause et puis ensuite on va voir comment est-ce qu'on peut commencer, comment est-ce qu'on peut étudier ces facteurs avec des techniques modernes comme l'immunoprécipitation de chromatine.
Bon, donc, on a vu cette théorie finalement de la graine et du sol. Vous avez compris qu'il y a donc ces protéines extrêmement puissantes qui vont pouvoir diriger l'expression génétique, que ces protéines vont avoir la capacité d'interagir ou pas avec certaines régions du génome. Donc le modèle était assez bien établi. Il fallait avoir des outils pour pouvoir l'aborder. Et un des grands outils qui a été développé dans ces 10 dernières années, c'est ce qu'on appelle l'immunoprécipitation de chromatine. Donc dans cette approche qui a été rendue possible à la fois par l'existence de très très bons anticorps, comme on va le voir, et puis également par la capacité de la séquence à très haut débit et très profonde, on va partir d'une cellule donnée, et donc dans cette cellule, l'ADN va être entouré de protéines. Parmi ces protéines, il va y avoir bien sûr des histones dont on a déjà parlé, et puis les facteurs de transcription. Et donc on va, sans rentrer dans les détails techniques, coller ces protéines à l'ADN. Ensuite, on va casser l'ADN, et donc on va se retrouver avec des petits morceaux d'ADN avec des protéines collées dessus. Et ensuite, on va faire intervenir un anticorps spécifique d'une protéine donnée. Alors cette protéine peut être une histone, ça peut être une modification d'histone, par exemple une acétylation d'histone. On a développé de très très bons anticorps qui permettent de reconnaître les histones, les modifications post-traductionnelles des histones, en particulier chaque type de méthylation ou chaque type d'acétylation. Et on va réaliser une immunoprécipitation qui va permettre de sélectionner les fragments d'ADN à l'échelle d'un génome entier qui étaient fixés à cette histone modifiée ou fixés également à un facteur de transcription donné. Ça peut également être un récepteur nucléaire, ça peut être le récepteur aux oestrogènes. Et donc, on va pouvoir précipiter de manière sélective les fragments d'ADN qui étaient effectivement liés à ce récepteur dans un tissu donné. Et ensuite, avec la puissance extraordinaire du séquençage à haut débit, on va pouvoir séquencer des millions ou des dizaines de millions de fragments qui vont ensuite être, par bioinformatique, alignés sur le génome. Et donc, on va pouvoir obtenir, au fond, pour chaque type d'anticorps, une représentation entière du génome dans laquelle on va avoir ces espèces de profils dans lesquels vous voyez l'association spécifique d'une protéine modifiée. Alors, ça peut être une histone, ça peut être encore une fois un récepteur nucléaire, ça peut être quelques protéines que ce soit qui s'accrochent à l'ADN. Et donc vous allez pouvoir suivre littéralement sur le génome, regardez gène après gène, vous voyez ici les éléments répétés, vous voyez les gènes qui sont indiqués NANOG par exemple, un gène essentiel de la régulation des cellules souches, et vous allez pouvoir voir ces pics de protéines. Alors ici, il s'agit d'une histone H3, la lysine 4 de l'histone H3 avec la méthylation 3, donc c'est la forme triméthylée de l'histone H3 sur la position de la lysine 4. Et vous voyez que dans ces cellules, embryonnaires, on a un marquage, et dans des cellules différenciées, ce marquage a été perdu, ce qui va expliquer donc que là, au fond, dans des cellules embryonnaires, ce gène est accessible, et dans des cellules différenciées, il ne l'est plus. Donc, voilà. Et donc, on peut faire ça à l'échelle de tout le génome, à l'échelle des 20 000 gènes que l'on connaît, avec, comme vous pouvez l'imaginer ensuite, nécessité de développer des outils informatiques pour pouvoir analyser cette énorme quantité d'informations et puis avoir une signification statistique des observations qu'on peut faire, parce qu'évidemment, cette information est tellement riche qu'on va pouvoir trouver tout et n'importe quoi, et il faut être capable de faire à l'échelle du génome une véritable analyse pour savoir si on a un changement coordonné d'un certain nombre de choses. Donc ceci peut être fait pour n'importe quelle protéine, et en particulier pour n'importe quel facteur de transcription, et on va avoir de manière très précise le site dans lequel ces protéines se fixent. Alors, ceci est une diapo, je crois que je vous avais montré l'an dernier, parce qu'à partir de ces sites de fixation, comme on va en connaître des centaines, voire des milliers, on va pouvoir faire des statistiques, et donc on va pouvoir faire des statistiques pour savoir quel est le vrai site sur lequel se fixe une protéine. Alors ça, c'était P53, et vous voyez que P53 se fixe sur ce qu'on appelle un consensus dans lequel il y a un certain nombre d'éléments qui ne bougent pas, et vous voyez que ce consensus est fait par quatre nucléotides, CG, GC, et puis d'autres éléments qui sont importants, ici A ou T, et puis des positions qui ne sont pas importantes du tout, donc qui ne sont pas soumises à une pression de sélection. Et donc on va pouvoir définir
des sites qu'on va appeler des sites canoniques, qui vont représenter le site idéal de fixation d'une protéine, d'un facteur de transcription sur l'ADN. Et ceci, bien sûr, va être important ensuite pour pouvoir prédire la fixation sur un locus donné de certaines protéines. Alors, chose importante que je voudrais vous signaler ici, c'est qu'on voit apparaître les structures palindromiques. En effet, il y a une symétrie miroir, et vous savez bien sûr que G et C sont deux nucléotides complémentaires l'un de l'autre, et donc il y a une symétrie miroir, et cette symétrie miroir dans la séquence consensus traduit le fait que c'est un dimère de protéines, dimère, donc avec une symétrie en miroir elle-même, qui va se fixer sur ce site, et on verra qu'effectivement, très souvent, les facteurs de transcription agissent comme dimères, et donc un très grand nombre de sites consensus de facteurs de transcription vont avoir cette structure que l'on appelle palindromique, donc avec une symétrie en miroir interne. Alors vous voyez également qu'il y a des sites responsables de l'activation transcriptionnelle, et on a également trouvé des sites qui sont associés à la répression par ce même facteur de transcription. Donc là, c'est toujours P53. Et vous voyez que l'architecture, le cœur du site est toujours le même, mais maintenant, on voit apparaître des positions qui étaient variables et qui deviennent extrêmement conservées, en particulier ce résidu de A avec son image en miroir de T. Donc le palindrome est plus restreint, il est plus complet et plus restreint pour des sites de répression. C'est-à-dire que pour que la protéine P53 se fixe, il faut qu'elle interagisse avec ces quatre résidus. Et pour avoir une répression, eh bien, il faut avoir un consensus encore plus étroit, plus particulier, avec en particulier ce A et l'image en miroir sur le T, qui est essentiel pour l'induction de la répression. Donc, dès le départ, l'existence de ces séquences optimisées, qu'on appelle des séquences canoniques en miroir, laissait suggérer que les facteurs de transcription seraient des dimères, et effectivement, ceci est vrai dans la plupart des cas. Alors un exemple bien classique est celui de la famille AP1 avec les facteurs de transcription Jun et Foss. Et vous voyez que grâce à un domaine de dimérisation, qui sont des hélices alpha avec des résidus hydrophobes comme des leucines de chaque côté, ce qu'on appelle une fermeture éclair à glycine, eh bien on va avoir formation d'un dimère qui va permettre de reconnaître, là encore, un élément de réponse. Donc vous voyez qu'il a une structure palindromique avec une symétrie en miroir ici à l'intérieur. Vous voyez TA, GC, TA. Et cette capacité à former des dimères et à reconnaître des images, des palindromes comme facteurs de reconnaissance sur l'ADN va également être à l'origine d'une formidable combinatoire. Et en effet, la capacité de créer des dimères va induire la capacité d'avoir des complexes différents. La plupart des facteurs de transcription existent sous forme de familles, et donc on va avoir des familles de protéines extrêmement proches l'une de l'autre, et ces familles vont permettre, comme dans le cas de Jun et Foss, de créer une combinatoire au niveau des éléments de réponse qui va être à la base de toute une série de régulations fines qui vont permettre d'avoir, comme on l'a vu tout à l'heure, certains sites d'activation, certains sites de répression, certains sites d'activation tissu spécifiques, et donc cette création de diversité par la dimérisation est un facteur que l'on va retrouver de manière extrêmement fréquente tout au long de ce cours. Alors, une des manières de régler l'activité par la dimérisation, eh bien, c'est par exemple d'avoir des facteurs qui vont être des dominants négatifs et qui vont permettre de bloquer l'activité d'un type de facteur. Alors, une protéine très connue qui s'appelle MyoD, qui appartient à la famille Helix-loop-Helix, qui est un des gènes maîtres de la différenciation musculaire. Donc, quand on exprime MyoD dans une cellule progénitrice, on va en faire du muscle. MyoD agit sous forme de dimère. Ce dimère va se fixer à l'ADN, c'est ce que je viens de vous dire, sur un élément palindromique. Eh bien, il existe des dominants négatifs, comme par exemple la famille ID. Eh bien, ID va partager le domaine de dimérisation de MyoD, mais il n'aura pas le domaine de reconnaissance à l'ADN. Et donc, quand on forme un hétérodimère entre MyoD et ID, on va avoir un dominant négatif qui va en fait bloquer la fonction de ce facteur en créant un complexe inactif qui va permettre de titrer finalement MyoD et de bloquer son action sur certains sites. Alors, il existe une combinatoire, et cette combinatoire de facteurs de transcription, et donc on va voir que dans un certain nombre de promoteurs, ce n'est pas un facteur qui va gouverner
l'activation de la voie finale commune, hein, qui est l'enzyme RNA polymérase 2, celle qui va fabriquer l'ARN messager. Mais en fait, c'est une combinatoire entre plusieurs facteurs de transcription. Et ces facteurs vont avoir des effets qui vont être positifs ou négatifs et qui vont être intégrés au niveau d'un complexe qu'on appelle le médiateur, qui va servir en quelque sorte de sandwich, hein, entre l'information et puis l'effecteur final. Et donc ce complexe médiateur, qui est un complexe de très grande taille, va recevoir des afférences, des signaux qui peuvent être positifs ou négatifs de ces différents facteurs de transcription. Alors pourquoi est-ce que j'ai choisi de vous montrer cette diapo? Toujours pour vous dire que ceci est important pour le cancer, puisqu'on connaît en fait un certain nombre de mutations dans les composants du complexe médiateur, en particulier dans une protéine qui s'appelle MED pour médiateur 12. Et donc MED12 est muté dans un certain nombre de cancers, en particulier dans les cancers du sein, et montrant que la qualité de transmission de l'information entre ces protéines qui se fixent sur le promoteur et l'effecteur final qui est la RNA polymérase de type 2 va être affectée par ce complexe qui va donc intégrer l'information pour savoir quelle est celle qui doit être transmise à la polymérase et qui va à la fin transmettre des gènes. Bon, donc intégration entre plusieurs voies et finalement eh bien, de très nombreux moyens de réguler l'activité d'expression génétique. Très nombreux moyens, alors ça c'est une figure d'un célèbre textbook. Le moyen le plus simple, le plus ancien, c'est celui dont on va parler dans ce cours, c'est l'existence d'une hormone. Donc le facteur est inactif sans hormone. L'hormone arrive, l'hormone va induire un changement de conformation. Vous voyez qu'on passe d'un carré à un rond, et le rond étant actif va induire l'activité du gène. Ça, c'est la méthode la plus simple. Notre grande méthode, très très couramment utilisée, en particulier par la famille AP1 dont on vient de parler, c'est la régulation par une modification post-traductionnelle qui est la phosphorylation. Et donc la phosphorylation peut être une modification qui peut être activatrice ou inhibitrice et qui va permettre de faire passer, encore une fois, d'un état inactif à un état actif. Et puis après, on peut jouer sur la combinatoire. On peut, par exemple, couper le facteur de transcription pour passer d'un précurseur inactif à une forme clivée active, ou on peut se débarrasser d'un partenaire qui induit l'inactivité, comme par exemple, on l'a vu ID1 tout à l'heure, si on se débarrasse d'ID1, eh bien on va passer à la forme active, la forme homodimérique qui va permettre d'activer. Donc il y a juste quelques illustrations, il y a une extraordinaire inventivité de la biologie pour réguler l'activité de ces facteurs de transcription. Et il s'agit ici de quelques exemples, on en connaît de très nombreux autres, qui vont permettre donc de faire passer soit d'une forme totalement inactive à une forme active, soit, et maintenant on a des moyens de l'appréhender, on a toute une graduation dans l'activité. Il peut y avoir différents niveaux. On va avoir des facteurs de transcription qui peuvent être qui peuvent être très actifs, un peu actifs, qui vont activer certains gènes. Et évidemment, une des questions qui commence à être abordée, c'est au fond comment est-ce qu'on peut, dans le répertoire de toutes les cibles, comment est-ce qu'on va pouvoir, de manière tissu spécifique ou de manière spécifique du développement, activer certaines cibles et pas d'autres, ou avoir une gradation dans l'activation des gènes, comme on l'a vu l'an dernier avec P53. Vous vous rappelez que P53, suivant son degré d'activation, il va pouvoir induire la mort, ou il va pouvoir induire la sénescence, ou au contraire, il va pouvoir avoir une action protectrice contre le stress oxydant. Donc le même facteur peut déterminer finalement la vie ou la mort, et ceci va être régulé par des modifications fines de ce type-là, qui vont permettre de créer finalement un gradient d'intensité, l'activation extrêmement forte de P53 étant responsable de l'induction de la mort, des inductions plus faibles, au contraire, étant responsables de l'induction d'un pouvoir antioxydant qui est bien sûr bénéfique pour la cellule. Bon, donc voilà, après ces généralités, nous allons maintenant commencer à parler des récepteurs nucléaires, donc le thème du cours de cette année. Donc les récepteurs nucléaires ont été découverts à la fin des années 80 et répondent en fait à une structure qui est commune, dont on va beaucoup parler donc, dans ce cours. Je vous ai dit qu'un facteur de transcription, très schématiquement, c'était deux domaines. Un domaine de reconnaissance à l'ADN, qui vous est représenté ici en rose, et puis un domaine de transactivation, donc domaine qui va être responsable
la transactivation, c'est au fond la reconnaissance du médiateur, et c'est donner des signaux pour aller reconnaître ce complexe et activer la RNA polymérase, et puis aussi également modifier la chromatine, comme on va le voir. Alors, très schématiquement, c'est comme ça. Le domaine de reconnaissance à l'ADN, c'est le domaine rose qui est central. Le domaine d'activation de la transcription, c'est le domaine qui est bleu, qui est donc C-terminal. Donc ça, c'est évidemment la version extrêmement simplifiée. Pourquoi? Parce qu'il y a des tas d'autres fonctions. Et parmi les autres fonctions, en particulier, il faut reconnaître l'hormone, reconnaître ce qu'on appelle le ligand. Il faut également assurer la dimérisation. Et puis, il va y avoir en fait plusieurs facteurs, plusieurs domaines d'activation de la transcription. Il va y en avoir un qu'on appelle AF2, qui est situé ici, à l'extrémité C-terminale du domaine de reconnaissance au ligand, qui est le domaine de transactivation dépendant de l'hormone. Et puis, suivant les récepteurs, il va y avoir également un domaine extrêmement important qu'on appelle le domaine AF1, qui, lui, est dépendant non pas de la présence de l'hormone, mais qui est dépendant souvent de modifications post-traductionnelles, en particulier de phosphorylation, et qui va être situé dans cette extrémité N-terminale. Et puis, comme on le verra avec le récepteur aux hormones thyroïdiennes, cette extrémité N-terminale est souvent variable. Il va y avoir ce qu'on appelle des isoformes qui résultent de l'usage de différents promoteurs. Et l'usage de ces différents promoteurs va créer en fait une famille de protéines pour laquelle cette extrémité N-terminale va pouvoir être différente du fait de l'utilisation d'exons différents. Donc voilà extrêmement schématiquement cette structure, on va y revenir. Et donc on distingue différentes familles. La première famille, c'est la famille historique, celle qui a été découverte la première, c'est les récepteurs aux stéroïdes sexuels, donc progestérone, glucocorticoïdes, enfin sexuels ou métaboliques, glucocorticoïdes, minéralocorticoïdes, androgènes, estrogènes. Alors, vous avez représenté ici les pourcentages d'homologie, et vous voyez que les pourcentages d'homologie au niveau du site de liaison à l'ADN sont extrêmement élevés. Vous voyez que, par exemple, entre le récepteur au glucocorticoïde et le récepteur à la progestérone, il y a 90% d'identité dans le domaine de reconnaissance à l'ADN. Et on va voir que ceci se traduit par le fait qu'il va y avoir des effets croisés. Les domaines sont tellement proches qu'on va pouvoir avoir des effets croisés. On y reviendra quand on parlera du cancer de prostate, où c'est un problème important. Et puis le domaine de liaison à l'hormone, lui, est moins conservé. Vous voyez qu'il va varier de 60% à 30%. Et puis ce sur quoi je veux attirer votre attention, c'est la taille de cette extension N-terminale qui est importante et donc qui va être l'objet de régulation importante par des modifications post-traductionnelles, par des phosphorylations, par de la sumoylation, et puis aussi par de l'épissage alternatif qui va faire qu'on va avoir plusieurs types de régions AB pour chaque gène. Donc, première famille, c'est la famille historique. Deuxième famille, eh bien, c'est les récepteurs à la vitamine D, aux hormones thyroïdiennes, dont on va parler extensivement plus loin dans le cours, à l'acide rétinoïque aussi. Alors vous voyez qu'il y a toujours maintenant 40% à peu près de conservation, ce qui traduit conservation de structure, hein, et on va voir que la structure de ce domaine de reconnaissance à l'ADN est extrêmement conservée. Et puis 20%, entre 20 et 30% dans le domaine de liaison à l'hormone, ce qui là aussi traduit une conservation générale de structure, mais des domaines d'interaction qui vont changer. Alors, vous allez me dire 48, on n'a pas le compte, et vous avez tout à fait raison, il y en a d'autres. Et donc, sur la base de cette conservation extrême de structure, et en particulier sur la base de la conservation du domaine de liaison à l'ADN, on a cloné toutes sortes de récepteurs nucléaires pour lesquels on ne connaissait pas l'hormone. Et ces récepteurs, on les a appelés les récepteurs orphelins. Et puis, grâce au progrès de la biologie, un certain nombre de ces orphelins, progressivement, au cours des 25 dernières années, ont trouvé leurs hormones. Et la famille LXR, par exemple, on a trouvé que les hormones correspondantes, c'était des dérivés d'oxycholestérol. Pour la famille PPAR, ce sont des acides gras. Pour la famille FXR, ce sont les acides biliaires. Et donc, on a progressivement trouvé des hormones dont on ne connaissait pas l'existence, et donc des produits
souvent des produits du métabolisme, qui vont pouvoir réguler l'expression génétique. Alors on n'en parlera pas du tout cette année parce que les rapports avec le cancer ne sont pas directs, mais on a pu donc créer une nouvelle physiologie hormonale à partir de produits qui ont une action hormonale, qui vont contrôler l'expression génétique. Ceci est extrêmement important pour le contrôle du métabolisme, et produits dont on n'avait pas la moindre idée il y a 30 ans qui pouvaient exercer un contrôle de l'expression génétique, en particulier pour régler des aspects extrêmement importants du métabolisme. Néanmoins, il existe toujours des orphelins. Donc il y a toujours des récepteurs nucléaires pour lesquels on ne connaît pas l'hormone, et peut-être que certains d'entre eux n'ont pas d'hormone, peut-être que certains d'entre eux ne sont activés que par des modifications post-traductionnelles. C'est la recherche des 20 ans à venir qui nous le dira. Alors, quelques éléments de structure. Donc, je vous ai rappelé là-haut la structure générale, hein, donc ce domaine variable ligand indépendant, avec ce domaine d'activation ligand indépendant, le domaine de liaison à l'ADN, et puis ce très grand domaine complexe de liaison au ligand qui va assurer la reconnaissance de l'hormone, la dimérisation, on l'a vu, la transactivation. Vous voyez représenté ici ce domaine de transactivation consensus qui s'appelle AF2, qui est pratiquement identique pour tous les récepteurs nucléaires. Et ceci va se faire en particulier par la liaison à d'autres protéines qu'on va appeler les corépresseurs ou les coactivateurs, qui sont des partenaires qui vont assurer, là encore une fois, la communication ou pas avec le médiateur, qui vont assurer le contrôle de cette activité de transactivation. On va le voir en détail dans les diapos qui viennent. Alors, on a des données structurales, on connaît exactement la manière dont est organisé ce domaine de reconnaissance à l'hormone. Ce domaine de reconnaissance à l'hormone est organisé sous forme de sandwich d'hélices alpha. Vous voyez qu'il y a toute une série d'hélices alpha qui sont empilées les unes sur les autres avec une symétrie en miroir que vous voyez ici et qui crée une poche dans laquelle va aller se fourrer l'hormone. Et donc, on va avoir une reconnaissance de l'hormone par les différentes hélices alpha qui constituent ce domaine de reconnaissance à l'hormone. Et puis, on va avoir aussi reconnaissance par des interactions entre hélices alpha, des coactivateurs ou des corépresseurs qui vont environner finalement ce complexe et lui donner la capacité ou pas d'interagir avec le médiateur. Alors, on connaît également la manière dont interagit le domaine à l'ADN. Ce domaine de reconnaissance à l'ADN, il est constitué de deux hélices alpha avec une position orthogonale l'une à l'autre. On verra qu'il est constitué par des doigts de zinc et il va pouvoir aller se glisser dans le grand sillon et reconnaître de manière spécifique de séquence des nucléotides présents sur l'ADN. Alors, quand on s'intéresse à la reconnaissance de l'ADN, eh bien, on a plusieurs modes de reconnaissance. Alors, je vous ai dit qu'en général, les facteurs de transcription agissaient sous forme de dimères. C'est vrai, mais il y a des exceptions. Et parmi ces exceptions, on connaît certains récepteurs nucléaires qui vont agir sous forme monomérique. C'est le cas en particulier des récepteurs que vous voyez ici, ROR, SF1. Et ils vont agir sous forme de monomérique, en fait, avec des contributions autres que ce domaine de reconnaissance à l'ADN proprement dit, qui vont permettre, par d'autres interactions, en particulier des interactions sur la région de jonction, celle qu'on appelle la région D ici, qui vont contribuer à la reconnaissance de sites spécifiques sur l'ADN. Alors ensuite, il y a les classiques, si j'ose dire, qui sont justement les récepteurs aux stéroïdes métaboliques ou sexuels, des homodimères. Donc ces homodimères vont reconnaître des structures palindromiques, hein, tête à tête, en ce qui concerne l'élément de réponse, et donc les coactivateurs vont reconnaître en présence du ligand ce complexe homodimérique. Donc ça, c'est la situation la plus simple, celle du récepteur aux androgènes, récepteur aux estrogènes, récepteur aux glucocorticoïdes. Et puis, il y a une famille qui est plus complexe, qui sont des familles de nécessaires hétérodimères. Alors, dans cette famille, eh bien, l'hétérodimère, le partenaire, va être une classe de récepteurs qu'on appelle les récepteurs rétinoïdes X, RXR. Et ces RXR vont être les partenaires plus ou moins obligatoires de toute une famille d'autres récepteurs, parmi lesquels les récepteurs à l'acide rétinoïque, les récepteurs à la vitamine D, les récepteurs aux hormones thyroïdiennes, ceux qui vont nous intéresser aujourd'hui.
Et donc, on a une situation beaucoup plus complexe avec finalement une famille de partenaires qui est toujours la même, RXR, et puis un autre membre qui peut être très varié et qui va donc reconnaître un élément de réponse. Cet élément de réponse, cette fois-ci, n'aura pas toujours de symétrie en miroir, puisqu'on a affaire à un complexe hétérodimérique, et il va, dans certains cas, avoir, au contraire, reconnaître des éléments qu'on va appeler tête à queue, dans lesquels c'est la même séquence qui est répétée 2 fois, ceci traduisant ou étant lié au fait qu'on a cette structure hétérodimérique. Alors bien sûr, on va voir, ça pose des questions pour savoir quel est le rôle respectif de chaque ligand dans l'activation de la transcription, on va y venir. Alors au niveau de la structure, il y a eu beaucoup de biologie structurale faite, on ne va pas rentrer dans les détails. Je vous ai dit que ce domaine de liaison à l'ADN des récepteurs nucléaires, il est constitué de 2 doigts de zinc de type 4-cystéine, et donc il va y avoir, environnant ces atomes de zinc qui vous sont représentés ici en gris, 4 résidus de cystéine, et ces 4 résidus de cystéine vont coordonner cet atome de zinc, et ils vont en fait verrouiller la position de la protéine, verrouiller la position de la protéine pour verrouiller au fond 2 structures extrêmement importantes. La première structure, eh bien, c'est celle qui va aller reconnaître l'ADN, donc cette hélice alpha qui va rentrer dans le grand sillon et qui va assurer la reconnaissance spécifique de base, donc qui va, par une liaison entre des chaînes latérales d'acides aminés, reconnaître directement les bases qui constituent l'ADN. Et puis le deuxième, eh bien, c'est le deuxième doigt de zinc, il est situé ici, c'est celui qui va assurer la dimérisation de ce récepteur. Et la dimérisation de ce récepteur, évidemment, est essentielle parce qu'elle va permettre de régler le positionnement entre ces 2 hélices alpha qui vont rentrer dans l'ADN. Et donc, de manière tout à fait remarquable, la nature a choisi de geler, au fond, les 2 régions de la protéine qui sont vraiment essentielles, celle qui va reconnaître l'ADN et celle qui va assurer la dimérisation de la protéine sur l'ADN. Et donc, on a, en quelque sorte, 0 degré de liberté dans cette région-là et dans cette région-là. Le reste de la protéine peut respirer un petit peu, mais ces 2 régions vont être complètement verrouillées pour pouvoir reconnaître, sous forme de complexe, cet élément de réponse qui, encore une fois, va pouvoir être sous forme palindromique ou sous forme tête à queue. Alors, cette extrême conservation de ces régions a été d'ailleurs historiquement extrêmement importante pour découvrir de nouveaux récepteurs nucléaires à partir de l'homologie, puisqu'évidemment ces régions-là, étant souvent constituées de résidus invariables, vont être extrêmement conservées, et donc ceci a permis de caractériser un certain nombre de récepteurs nucléaires avant la séquence complète du génome. Bon, alors, je vous ai dit que j'allais vous parler un peu plus des hétérodimères RXR, et donc 2 situations. Finalement, la situation qu'on va appeler permissive et puis la situation non permissive ou restreinte. Alors, la situation permissive d'abord, ce sont donc des situations dans lesquelles on va avoir un hétérodimère avec 2 récepteurs nucléaires différents, capables de reconnaître 2 hormones différentes. Donc, par exemple, PPAR, les acides gras, RXR, l'acide 9,6-rétinoïque. Un élément de réponse donc, en tête à queue. Et donc, sans hormones, eh bien, répression de l'activité génétique, pas de transcription. On verra d'ailleurs que dans ces récepteurs, on n'a pas seulement des domaines d'activation, mais on a aussi des domaines de répression. Donc on va avoir des séquences spécifiques dans le récepteur qui vont contrôler l'activation du gène, et d'autres séquences spécifiques qui, au contraire, vont spécifiquement éteindre le gène. On a donc vraiment un commutateur arrêt-marche qui va être capable d'éteindre activement ou d'allumer activement. Bon. Alors le côté permissif vient du fait que l'on va pouvoir activer par les 2 côtés. Donc on va pouvoir soit avoir un acide gras qui va activer la transcription, soit un dérivé 9,6-rétinoïque, par exemple, qui va se fixer à RXR, qui va aussi activer la transcription. Et quand on va faire passer chacun des 2 domaines sous la forme activatrice, eh bien, on va avoir une formidable synergie pour l'activation transcriptionnelle. Donc ça, c'est le côté permissif de cette régulation de l'activité génétique. Et puis on a l'activité non permissive. Donc l'action non permissive, elle a surtout été décrite pour les récepteurs de l'acide rétinoïque, la famille RAR, dont on parlera dans un prochain cours. Donc là, c'est la même chose. Le complexe RAR-RXR est non permissif, donc il n'y a pas d'activation.
mais il n'y a que le ligand du RAR et pas celui du RXR qui va être capable d'activer la transcription. Et quand on a les deux ligands à la fois, l'un d'ailleurs dérivant de l'autre, puisque ce sont des isomères du même produit, là on va avoir une activation synergique. Bon. Alors, évidemment, dans cette situation où on a la même séquence, qui est en gros AGG-TCA répétée en tête à queue, on peut se demander qu'est-ce qui va faire la spécificité. Évidemment, c'est très important, il est très différent. Vous voyez, voilà les grands partenaires qui agissent sur ce type d'éléments. Donc le demi-site reconnu par un domaine de liaison à l'ADN, AGG-TCA, c'est le même dans les deux cas. Qu'est-ce qui va permettre de régler finalement la spécificité du partenaire rose ici, qui peut être extrêmement varié. Évidemment, ce n'est pas du tout la même chose d'activer la transcription avec de l'acide rétinoïque, avec de la vitamine D ou avec des hormones thyroïdiennes. On sait que les effets physiologiques n'ont rien à voir. Et donc, cette règle a été décrite sous forme de règle 1, 2, 3, 4, 5. Et en fait, c'est l'espacement entre ces deux éléments de réponse, c'est l'espacement entre les deux AGG-TCA. Donc, c'est en faisant glisser un élément de réponse l'un que l'on va pouvoir déterminer la spécificité du partenaire d'aval. Et donc, on va pouvoir dire que au sein de cet hétérodimère RXR, RAR, par exemple, en position plus 2, s'il y en a deux, n égale 2 ici, c'est RAR qui va se fixer. Vous voyez qu'il suffit de rajouter un nucléotide quelconque entre ces deux bras pour qu'on fasse maintenant fixer le récepteur à la vitamine D3, ce qui évidemment est une biologie complètement différente. L'acide rétinoïque est essentiel dans le développement. La vitamine D3 règle plutôt le métabolisme phosphocalcique. Donc, vous voyez des répertoires physiologiques de ces hormones qui sont profondément différents, ceci dépendant principalement de l'espacement entre les demi-sites, et idem pour les hormones thyroïdiennes. Dans ce cas-là, c'est l'espacement plus 4, et donc encore, les hormones thyroïdiennes, c'est également le développement et surtout le métabolisme, complètement différent de l'acide rétinoïque, complètement différent du récepteur à la vitamine D. Alors, ces récepteurs nucléaires, très schématiquement, comment fonctionnent-ils? Eh bien, dans l'état sans hormones, eh bien, le domaine d'activation de la transcription, dont je vous ai dit qu'il était C-terminal, en particulier l'hélice 12 avec la fonction AF2, va être caché par des protéines qu'on appelle ces corépresseurs. Il y a toute une famille de protéines, comme on le verra. Et donc, en masquant ce domaine d'activation de la transcription, on va bloquer l'activation génétique. Dans certains cas, on va également bloquer la fixation à l'ADN. Et puis, en présence de l'hormone, qui vous est représentée ici en bistre, on va avoir un changement profond de conformation. Ce changement de conformation va chasser le corépresseur, et le corépresseur va être remplacé par un coactivateur. Et ce coactivateur va former un complexe extrêmement stable avec le récepteur hormonal. Il va permettre la fixation sur l'élément de réponse, et par son interaction avec le complexe médiateur et avec la RNA polymérase, on va induire la transcription. Alors au niveau moléculaire, bien sûr, je vous ai dit qu'on avait un sandwich d'hélice alpha qui vous est représenté ici. Et ce qui est important, regardez cette hélice alpha qui est l'hélice 12, qui contient le domaine d'activation de la transcription. Eh bien, vous voyez qu'en présence du ligand, en présence de l'hormone, on va avoir un changement de conformationnel très profond, donc, qui ont été comparés par certains à des changements allostériques, et dans lesquels toutes ces hélices alpha vont un peu se réorganiser, mais surtout, celle-ci va basculer, vous voyez qu'elle va se refermer, et en se refermant, elle va acquérir la capacité d'interagir avec les coactivateurs. Et donc, on connaît très précisément sur cette hélice H12 les résidus qui vont être capables d'interagir avec les coactivateurs. C'est justement ce domaine consensus AF2 dont je vous ai parlé, qui est universellement conservé chez les récepteurs nucléaires. Bon, alors, ça c'était pour faire simple. Dans la vraie vie, c'est beaucoup plus compliqué. Et donc, il y a toute une série de protéines, on ne va pas rentrer dans les détails, toute une série de protéines qui vont être capables de se fixer sur ce complexe maître de récepteurs nucléaires, des protéines qui vont être associées à la répression de l'expression génétique, et donc avec les corépresseurs les plus classiques. Et je souligne tout de suite la présence associée à ces corépresseurs
d'une enzyme de désacétylation des histones. Vous vous rappelez tout à l'heure qu'on a les histones acétyltransférases qui vont modifier les histones, ouvrir la chromatine. Et bien donc, associé au corépresseur, vous avez l'enzyme inverse, l'histone déacétylase. Ici, c'est l'histone déacétylase HDAC3 qui est représentée. Et donc, en l'absence d'hormones, on va directement recruter sur ce complexe cette enzyme qui va pouvoir refermer la chromatine et la rendre peu accessible à l'accès de la RNA polymérase 3. Bon, toutes sortes d'autres complexes de répression, je ne vais pas rentrer dans les détails. Et puis, inversement, dès que l'hormone est là, eh bien, on va passer du rose vers le vert et on va commencer à recruter toutes sortes d'autres protéines, en particulier le complexe SWI/SNF qui va permettre de décaler un peu des nucléosomes pour faciliter les interactions avec la RNA polymérase, et puis les complexes d'histone acétyltransférase dont on a parlé tout à l'heure, en particulier avec le complexe CBP-P300, qui est la grande acétylase associée à la transcription, celle qui est souvent mutée dans des leucémies, par exemple, ou des lymphomes, et puis d'autres protéines. Et puis, à la fin, le médiateur, dont on a parlé tout à l'heure, ce très grand complexe, là aussi des mutations dans les cancers, et qui va interagir directement avec la RNA polymérase de type 2, et donc il va lancer l'activation de la transcription. Donc vous voyez qu'on a une mécanique extrêmement complexe, très subtile, et qui au fond est presque entièrement dépendante de la présence de cette hormone. Et donc on a, encore une fois, c'est pour ça que ce système a été tellement étudié, la simple présence de l'hormone va induire des changements dynamiques qui vont permettre de voir exactement tout ce qui se passe en temps réel en fonction de la présence de cette hormone. Et puis, eh bien, l'hormone, c'est une chose, mais il y a un autre niveau de régulation, et nous en finirons avec ça aujourd'hui. Eh bien, cet autre niveau de régulation, il va passer par des enzymes, en particulier des kinases, des enzymes qui vont phosphoryler eh bien, toutes ces protéines, les récepteurs eux-mêmes, mais également beaucoup de ces protéines partenaires vont être réglées par des modifications post-traductionnelles. Donc, dans ces modifications post-traductionnelles, il va y avoir très souvent de la phosphorylation qui vous est représentée ici, mais il y a également de l'acétylation, il y a également de l'ubiquitination, des récepteurs, mais aussi des partenaires. Vous voyez que les corépresseurs vont être régulés par phosphorylation, ils vont également être régulés par ubiquitination, et idem pour les coactivateurs, ils vont être réglés par phosphorylation, par méthylation, par ubiquitination, par acétylation. Et tout ceci, en fait, va pouvoir être situé en aval d'autres systèmes d'information, comme les récepteurs aux cytokines, les récepteurs activité tyrosine kinase, les récepteurs de facteurs de croissance par la PI3 kinase. Et donc, il va y avoir un dialogue qui va s'établir finalement au-delà de l'hormone. L'hormone va être le premier déclencheur, mais tous ces systèmes vont permettre de moduler l'effet de l'hormone, et c'est une des raisons pour lesquelles les mêmes hormones vont pouvoir avoir des effets différents dans différents tissus. Les effets de l'hormone, par exemple, les effets des estrogènes ne sont pas du tout les mêmes sur les canalicules mammaires, sur la muqueuse utérine ou sur l'ovaire. Et une des raisons de ces différences d'effets, ça va être tous ces facteurs de croissance, ces facteurs d'inflammation qui vont, par l'intermédiaire de modifications post-traductionnelles du récepteur et des coactivateurs, permettre donc de créer cette régulation extrêmement fine de l'expression génétique qui va être impliquée dans les effets normaux des œstrogènes ou des androgènes, et puis qui va être aussi dérégulée dans les cancers, on va le voir. Et puis je voudrais finir juste avec une notion qui est que tout ce système va également être régulé pas seulement par la présence des protéines, pas seulement par la présence de l'hormone, mais aussi par la stabilité de toutes ces protéines, avec un partenaire très important, et on en parlera avec le cancer du sein, qui est également avec le cancer de prostate, qui est cette usine de dégradation des protéines, ce qu'on appelle le protéasome, qui est une petite cavité catalytique qui va en gros tout détruire et tout manger, toutes les protéines, en réponse à des modifications post-traductionnelles. Et donc, tout ceci va être régulé in fine au niveau de son abondance par l'activité du protéasome. Et à vrai dire, le système des récepteurs nucléaires est l'un des premiers systèmes où, il y a une quinzaine d'années, il a été montré que la présence de l'hormone allait diriger la stabilité de ces facteurs.
on va dire dans le cas de l'acide rétinoïque, ça a été montré, puis après ça a été identifié pour pratiquement tous les autres. Et donc en plus de cette régulation par la présence, en plus de cette régulation par des modifications post-traditionnelles, il va y avoir une régulation de l'abondance des protéines et schématiquement, très schématiquement, eh bien, l'activation de la transcription, l'activation par l'hormone va induire la déstabilisation progressive de tous les partenaires, et tous ces partenaires vont être détruits par ce protéasome, avec probablement une idée en tête qui est de faire qu'une vague d'activation de la transcription, ça doit être une vague, ça doit être transitoire. Il ne s'agit pas de faire passer d'un système on à un système off. Il y a un moment donné où il faut désactiver le système, et cette désactivation se fait en grande partie par la dégradation des protéines au sein du protéasome, ce qui rajoute un nouvel élément de complexité à cette régulation, élément de complexité dont vous verrez qu'il est important dans les cancers, en particulier, pour vous faire réfléchir déjà sur la cours de la semaine prochaine, eh bien, cette activité de destruction du récepteur aux androgènes, elle est dépendante d'une protéine qui va être mutée dans les cancers de prostate. Et la mutation de cette protéine dans le cancer de prostate va conduire à une stabilisation importante du récepteur aux androgènes dans le cancer de prostate, qui est probablement une des raisons pour lesquelles on va avoir une hypersignalisation androgénique, parce que ce récepteur n'est plus dégradé de manière normale. Voilà, écoutez, on se retrouve donc lundi prochain à 9h30, où on parlera donc du premier oncogène, VORA. Merci.